c'est l'un des endroits préférés des Belges. Et chaque jour, c'est le même scénario. Des milliers de visiteurs franchissent les grilles de Paradijsa. Ils se promènent dans ses allées, ses jardins, et cherchent surtout à apercevoir les milliers d'animaux. En 30 ans d'existence, Paradijsa a réussi un tour de force, devenir le premier site touristique du pays, avec 2 300 000 visiteurs l'an dernier. C'est gigantesque et puis les animaux sont magnifiques. On a vu les gorilles, les hippopotames et la rhinocéros, donc pas besoin d'aller dans d'autres pays. En fin de compte, on a tout à portée de main. Non, mais c'est vraiment très beau. Et puis en plus, ils ont aménagé ça. On est vraiment dépaysés. Hein, il y a tous les jours des choses à découvrir. Tous les jours, il se passe des choses avec les animaux, avec l'ambiance du parc également. Et c'est un endroit ressource. C'est un endroit qui m'apporte énormément d'énergie. Il y a une âme dans le parc. Il y a un esprit Paradijsa. Et finalement, pour la Belgique, c'est bien aussi de montrer que d'autres pays, que on a totalement la possibilité, la capacité aussi de leur montrer de belles choses et d'avoir aussi un site touristique intéressant et connu mondialement. Hein. Je suis admiratif devant tout ça, parce que apparemment quand on est arrivé, il y a des travaux en plus, ça va encore s'agrandir, mais ça se terminera jamais, quoi. Voilà, ouais, c'est à l'infini. Mais ce qu'on va vous raconter, c'est aussi l'histoire derrière la carte postale. Le parc animalier est installé dans la petite commune de Brugelette. Les habitants ont plutôt l'habitude des vaches, du son des tracteurs et des champs à perte de vue. Mais ces dernières années, le succès de Paradijsa a perturbé la quiétude de l'entité. Les visiteurs du parc arrivent chaque jour, par milliers, sur ces petites routes de village. Embarras de circulation, pollution, pour certains riverains, c'est devenu un cauchemar. Nous commençons notre enquête au cœur de l'été, en rencontrant Françoise et Yvon. Ils vivent à Gage. De nombreux visiteurs de Paradijsa passent par là, et en 10 ans, ils ont vu leur rue se métamorphoser. Ça, c'est notre quotidien, et parce qu'on est là, ils vont ralentir. Il faut se dire que là maintenant, le parc ferme aujourd'hui à 23h. Puis les magasins restent encore ouverts 1 heure. Donc ça fait minuit. Et le temps qui rentre, jusqu'à minuit et demi, ça circule. Est-ce qu'il y a un côté épuisant à la situation? Oui, parce que c'est continu comme ça. Et puis c'est tous les jours. On se croirait sur le rythme. C'est pas une petite période courte, on se dit allez, c'est passé, non. Maintenant, on va recommencer à revivre, l'école va recommencer, nous, on conduit nos petits-enfants, on se lève tôt, et on ne sait pas aller dormir tôt, mais on se lève tôt. Donc, à la longue, j'avoue que moi, je fatigue. Des témoignages comme celui-là, on en a reçu plusieurs, vidéos à l'appui. Les jours de grande affluence, on peut y voir des voitures totalement à l'arrêt, dans plusieurs villages autour du parc animalier. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui et peut-être à qui vous en voulez? Vous me disiez c'est pas nécessairement au parc que vous en voulez, c'est à qui est-ce que... On n'en veut pas au parc, hein. Le parc il est là, il travaille. Moi personnellement j'en veux au monde politique qui ne bouge pas. Que ce soit au niveau de la région, oui, au niveau communal. La région aussi, hein. J'ai envoyé des courriers à tous les ministres. Et alors c'est toujours, nous prenons compte de votre... Et vous aurez des nouvelles une fois que le dossier avance, mais il n'y a jamais rien. J'ai jamais vraiment de réponse, je n'ai jamais reçu. Et en plus, c'est pas fini, il va encore augmenter son offre, donc il y aura de plus en plus de monde. Donc... Allez. C'est pas vivable et c'est pas normal qu'il n'y a rien qui a été un peu pensé au niveau de la mobilité. Paradijsa est une véritable vitrine de la réussite wallonne et un paradis pour des millions de visiteurs. Mais les jours de grande affluence, c'est devenu un enfer pour certains voisins.
Ce parc est probablement très joli. Nous, ça fait de nombreuses années qu'on n'y met plus les pieds. Je crois que même si on m'offre des entrées gratuites, je n'y vais pas. Et nous, c'est une grande chance qu'on a un beau parc. Mais il faut quand même aussi que les gens aient quand même encore le droit de vivre décemment. On ne demande pas la lune, on demande le calme. Voilà. Depuis 10 ans, la région wallonne veut créer une route pour faciliter l'accès au parc animalier. Mais le projet divise et les villages autour se déchirent sur le tracé. On est opposé à ce projet. On ne peut pas être la commune qui va prendre tout le trafic. Certains jours où vraiment tout est asphyxié, on peut me téléphoner, moi j'ai pas de solution. Je sais pas faire voler les voitures. Une solution, il faut absolument en trouver une. Écoutez, quelque part, bon, je les comprends un peu, mais maintenant ça commence à bien faire et il est temps que la région prenne ses responsabilités. Pendant ce temps-là, Paradisa ne cesse de grandir. Porté par l'ambition de son fondateur, Éric Dombes, le parc animalier multiplie les chantiers, laissant les autorités locales parfois dépassées. Ils ont tout un staff derrière eux que nous, communes, on n'a pas. Quand ils viennent avec des gros projets... Le parc sort aussi de ses murs d'origine. Il a construit, au cœur du petit village de Bruggelette, une grande serre de stockage, sous l'œil inquiet de plusieurs riverains. On est sur 50 mètres sur 100 mètres à quasiment, avec 3 travées à 15 mètres de hauteur. C'est quand même immense. Certains s'interrogent sur la vitesse à laquelle les permis sont octroyés. Est-ce que parce que ce dossier devait aller très très vite, il faut bâcler les choses? Non, ça c'est pas notre problème. Comme tous les gens passionnés, à un moment on est agacé quand les choses ne vont pas assez vite, quand les choses sont... Voilà. Et donc, Monsieur Dombes est un chef d'orchestre qui va parfois plus vite que la musique, voilà. Vous savez, une entreprise, c'est comme un arbre. Au moment où l'arbre ne grandit plus, il commence à mourir. Aujourd'hui, la région wallonne fait face à un défi majeur. Comment soutenir une entreprise florissante, créatrice d'emplois et moteur économique, tout en préservant la tranquillité des villageois? Surtout que pour aller voir la nature, détruire la nature pour aller voir le reste, c'est le rêve d'un côté et le cauchemar un peu de l'autre. Cette histoire, c'est d'abord celle d'une incroyable réussite qui fait la fierté de la région wallonne. Pour vous la raconter, il faut remonter 30 ans en arrière. En 1992, l'ancien avocat et conseiller financier Éric Dombes rachète le domaine de Cambron-Casteau. Un lieu isolé loin des grandes routes, dans le Hainaut. Il a l'idée folle d'en faire un jardin botanique et animalier. Mais ça va marcher. Ça va marcher parce que ici, les gens vont trouver l'essentiel. La nature, les fleurs, des oiseaux extraordinaires. En 1994, c'est l'ouverture du parc Paradisio. C'est comme ça qu'il s'appelle au départ. Les débuts sont très difficiles, mais le parc finit par trouver son public. Il se développe, construit des univers thématiques, comme le jardin chinois. Éric Dombes devient aussi président de l'Union wallonne des entreprises et plus tard, manager de l'année. Quand on pense que votre projet ne va jamais réussir, que c'est pas ce qu'il faut faire, que c'est une idée loufoque, vous accueillez cette reconnaissance comme un cadeau vraiment merveilleux. En 2014, c'est la consécration. Le parc, rebaptisé Paradisa, accueille 2 pandas chinois. Ils arrivent en superstar sur le tarmac de l'aéroport de Zaventem, accueillis par Elio Di Rupo, qui est alors Premier ministre du pays. L'événement a même créé un incident communautaire avec la Flandre, car le zoo d'Anvers aurait bien aimé avoir les pandas. La suite, c'est l'arrivée de Mark Cook. Le milliardaire flamand croit au projet et devient associé d'Éric Dombes. Paradisa grandit, construit des chambres d'hôtel et un immense parking. Il est aussi élu meilleur zoo d'Europe. Les chiffres donnent le vertige. 75 hectares, 117 millions de chiffre d'affaires en 2023, 6 millions de dividendes directement pour les actionnaires, 2 300 000 visiteurs, et ce n'est qu'un début.
le parc a l'ambition d'attirer 4 millions de visiteurs par an. Notamment grâce à son nouveau projet, Sanctuary, le plus ambitieux de son histoire. C'est quand même la plus grande serre tropicale au monde. Elle est beaucoup plus importante que tous les autres projets qui ont été réalisés jusqu'à présent. Et les 30 ans de métier du parc vont pouvoir s'exprimer ici. À l'intérieur de cette serre, il y aura aussi un parc aquatique. C'est donc un projet pharaonique, l'apothéose de 30 ans de développement. Paradisa a accepté de nous ouvrir les portes une matinée. On est arrivé tôt, avant l'ouverture aux visiteurs. Les seuls présents sont ceux qui ont passé la nuit sur place. Ce jour-là, c'était l'occasion pour le parc de nous montrer qu'il crée de l'emploi dans la région. Et effectivement, des travailleurs, nous allons en croiser. Notre visite est très encadrée. La porte-parole du parc nous conduit en voiturette, de métier en métier. On nous montre le professionnalisme, la passion et la minutie des travailleurs. Le parc est extrêmement bien entretenu, jusqu'à couper au ciseau les branches qui dépassent. Les travailleurs, on a donc pu les filmer, mais on a vite compris qu'on ne pourrait pas leur poser de questions. La porte-parole nous explique que c'est le patron, Éric Dombes, et lui seul, qui parlera pour le parc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a dû être patient pour le rencontrer. Après 2 rendez-vous annulés, il nous a finalement accordé une longue entrevue. J'ai quelques mérites. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir su me faire entourer et faire partager mes rêves à une communauté de personnes passionnées, pas nécessairement expertes, mais qui se sont réellement réappropriées ce projet de reconnexion entre les hommes et la nature. Sur la question de l'emploi, Paradisa nous a donné ces chiffres. En septembre 2023, pour assurer le bon fonctionnement du parc, il employait 553 personnes sous contrat, 112 intérimaires et aussi 35 indépendants. Plus de 80% des travailleurs viendraient du Hainaut. Bonjour. Salut, salut. Salut les gars, vous allez bien? Salut toi. Ça va. Certains voisins profitent aussi du succès de Paradisa. Mathieu Verkreuz est agriculteur et il a développé un partenariat avec le parc animalier. Depuis quelques années, il lui vend des potirons pour décorer le parc au moment d'Halloween. Et certains sont gigantesques. Là, on a un beau nid là, de potirons bien orange, ils sont beaux ceux-là. Ils font combien de kilos ceux-là? Pour les plus gros comme celui-là, je viserais autour des 200 kilos. Ouais. Par exemple ceux-là, entre 150, un bon 150 kilos, quelque chose comme ça. Ok. Et donc tous ceux-là vont partir au parc, quoi. Exactement. Ces potirons servent à décorer le parc. Certains seront mangés par les animaux et d'autres finiront dans les soupes, servies dans les restaurants. Donc là, c'est un échange de bons produits. Au total, chaque année, l'agriculteur livre environ 15 tonnes de potirons à Paradisa. Est-ce que ça représente une somme importante dans votre chiffre d'affaires, vous Non, je ne vais pas dire. C'est pas une grosse. C'est pas énorme, quoi. Ça représente quelques milliers d'euros. Mais c'est surtout une fierté, en fait, tu vois. Quand tu vois ce que tu produis dans ta ferme et que tu le retrouves dans un truc comme au parc, là, Paradisa, et que les gens voient ce que tu produis, c'est gratifiant pour nous, tu vois. Ça fait des images sympas. T'as un éléphant qui
t'écrabouiller un gros potiron de 200 kilos qui le mange après. Ouais. Et c'est beau potiron. Et c'est bien, ouais. Ça me fait toujours plaisir quand je vais faire un petit tour au parc de voir. En fait, c'est gratifiant pour nous. Tu vois. Ouais, donc, comment vous qualifieriez cette collaboration après quelques années comme ça Ouais, pour moi, c'est win-win. Tu vois, c'est pour le parc, pour leur communication, c'est toujours bien pour eux de pouvoir montrer qu'ils travaillent avec des producteurs de la région. Et moi, mon frère, ça nous a permis de créer une nouvelle activité, une nouvelle diversification, une nouvelle activité sur la ferme. Mais il y a une partie encore plus étonnante à cette collaboration. Mathieu Vorkreuz fait aussi un échange avec le parc. Il lui fournit de la paille et en contrepartie, il récupère le fumier des animaux de Paradisa. Un fumier qu'il va ensuite épandre sur ses terres en guise d'engrais. Et voilà, le tas de fumier de chez Paradisa. Ça, c'est le fumier. Ouais, c'est le restant qu'on n'a pas épandu encore cette année. On aurait dû l'épandre aujourd'hui, mais bon, avec la météo peu clémente, c'est partie remise. Et pour vous donner un petit ordre de grandeur, là, le tas qu'on a ici, ça représente plus ou moins 40 tonnes de fumier. Donc à mettre un peu en relation au milieu, plus ou moins 1000 tonnes qu'on va chercher chaque année. Ça fait un fameux tas de fumier quoi, à aller chercher. Mais bon, ça se trouve juste à côté. Le parc est ici, on est à 3 km à vol d'oiseau, peut-être 5 par la route. C'est cette proximité en fait pour les échanges paille-fumier qui nous intéresse beaucoup quoi. Ouais, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en Belgique des agriculteurs qui épandent des bouches d'éléphants. Franchement, on doit pas être des masses. On l'a compris, Paradisa a permis de créer de l'emploi et des retombées économiques pour la Wallonie. Mais pour la commune qui l'accueille, là, c'est une autre histoire. Paradisa s'est développé à Bruggelette. Et Bruggelette, c'est tout petit. Il y a quelques villages, une place principale, des églises, quelques écoles, 2 cafés et à peine 3800 habitants pour l'ensemble de la commune. À côté de ça, Paradisa, c'est un mastodonte. On vous l'a dit, plus de 2 millions de visiteurs par an, des restaurants, des hôtels et des chantiers gigantesques. Forcément, la vie de la petite commune est rythmée par le parc animalier. Tout le monde ou presque connaît quelqu'un qui y travaille. Et les habitants reçoivent un abonnement gratuit chaque année. On est donc allé au cœur du village pour leur demander ce qu'ils pensent de cette cohabitation et on a entendu plusieurs avis. Moi j'ai connu le parc vraiment à ses débuts, donc je l'ai vu grandir comme moi j'ai vieilli. Et non, c'est le rêve, ça permet de s'évader, d'oublier notre tracas quotidien. C'est la meilleure des choses, ouais. Je ne vais pas vous mentir. Pourquoi? Faire profiter de la commune, tout simplement. Nous personnellement, le parc ne nous dérange pas, mais je pense qu'il faut faire un effort au niveau de l'acheminement. La route ici, la nouvelle route, c'est pas assez. Je vais vous dire honnêtement que si on pouvait être soulagé de la circulation et que nos enfants soient un peu plus libres, je paierais honnêtement l'abonnement au parc plutôt que de vivre enfermé comme on le fait maintenant. Je trouve quand même que le parc est vraiment beau, il évolue bien, beaucoup, mais bon, comme d'évolution, vous ne savez pas faire grand-chose, quoi. Maintenant, c'est un parc qui crée de l'emploi aussi, donc il y a une partie de la population qui en profite. Donc on ne peut pas dire qu'il ne sert pas la commune de Bruggelette. Pour vous, il y a un avantage pour Bruggelette quand même? Pas assez, évidemment, parce que bon, on aimerait bien que la commune soit un peu plus riche de ce parc, quoi. Mais voilà, quoi. Là, c'est le moment de l'enquête où on va parler d'argent. À plusieurs reprises, on a entendu que Paradisa et la commune de Bruggelette ont signé un accord, notamment pour régler les questions financières. Cet accord, on l'appelle la convention. C'est un vrai mystère pour la population. Personne ou presque ne l'a vu. C'est ce qui a attisé notre curiosité. On a réussi à l'obtenir et ce qu'on a découvert est étonnant. Mais d'abord, on a voulu en parler avec Éric Dombe. Et en 2010, nous avons passé une espèce de contrat de mariage, un accord, au terme duquel, en fait, on s'engageait à verser une contribution qui allait augmenter avec le nombre de visiteurs. À l'époque, cette convention avait d'ailleurs été approuvée par le conseil communal, pas seulement par la majorité. Elle a été reconduite en 2018 et encore récemment.
Nous sommes une entreprise citoyenne et que nous devons évidemment participer à la santé de notre commune. Honnêtement, si PériDESA n'était pas là aujourd'hui, Brugelette serait sans doute en faillite. Vous nous connaissez, à Investigation, on aime bien avoir plusieurs sons de cloche. On a donc été voir André Desmarlières pour qu'il nous raconte sa version des faits. Tout juste retraité, il a été bourgmestre de Brugelette pendant 18 ans. Et c'est lui qui a signé cette convention avec PériDESA. Il va d'abord nous raconter les prémices de cet accord financier. Bien ici, nous sommes sur le site de l'ancienne sucrerie de Brugelette. Cette sucrerie, elle a existé pendant une centaine d'années. Et je suis arrivé bourgmestre, moi, le 4 décembre 2006. Et on avait bien sûr cette manne financière que nous amenait la sucrerie, qui était de l'ordre de 600 000 € par an. Donc c'était quand même pas rien. Et du jour au lendemain, l'Europe a décidé, on ferme. Voilà, une catastrophe pour Brugelette, ça c'est vrai, parce que d'abord la question que nous, administrateurs communaux, s'est posée, bon, cette manne financière qu'on n'aura plus, comment allons-nous pouvoir boucler les budgets? Et heureusement, on a négocié avec PériDESA et la contribution financière du parc, elle a commencé à 50 000 €. Et puis de négociation en négociation, on est arrivé aujourd'hui à ce que, par exemple, pour 2023, le parc nous a quand même versé 411 000 €. C'est pas tout à fait ce que la sucrerie nous rapportait, mais sincèrement, si on n'avait pas cette intervention financière de PériDESA, on ne pourrait plus boucler le budget. Jusque-là, les versions concordent. Le parc a accepté de donner une contribution financière à la commune. Mais en creusant un peu, on va découvrir les coulisses de cet accord. Et on va réaliser que la commune de Brugelette aurait pu toucher beaucoup plus d'argent. En 2009, elle avait décidé d'imposer à PériDESA une taxe sur les visiteurs, mais cette taxe n'a jamais vu le jour. Nous avions proposé 50 cents par entrée. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, avec 2 300 000 visiteurs, ce serait autre chose que les 411 000 €. Malheureusement, nous avons été appelés au cabinet, à l'époque c'était le ministre Furlan, convocation et réunion à laquelle participait d'ailleurs Éric Dombes, participait Yvan Moreau, le directeur financier, et les membres du collège communal de Brugelette. Et là, le ministre nous a dit, vous ne mettez pas cette décision du conseil à exécution. Donc, voilà. Ce que nous dit le bourgmestre, c'est qu'à l'époque, le ministre wallon des pouvoirs locaux, Paul Furlan, du même parti que lui, a convoqué des élus de Brugelette. Il aurait fait une demande surprenante, ne pas appliquer cette taxe. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vous choque? Est-ce que vous vivez ça comme une ingérence? Oui, quelque part, parce qu'on parle toujours de l'autonomie communale, mais dans ce cas-là, manifestement, notre autonomie communale était mise à mal, puisqu'on ne pouvait pas mettre une décision qui avait été prise à l'unanimité du conseil communal, on ne pouvait pas la mettre à exécution. C'est l'heure de sortir la calculette. Si la commune avait pu mettre cette taxe à exécution, c'est 50 cents par visiteur. Aujourd'hui, ça ferait plus d'1 million d'euros par an dans les caisses communales. C'est plus, bien plus que les 411 000 € reçus du parc animalier en 2023. Quand on demande à Éric Dombes une explication, la mémoire lui fait défaut. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Je ne me souviens pas du tout de cette histoire de 50 centimes. C'est la première fois que je l'entends. Je n'ai pas le souvenir non plus qu'il ait été convoqué. Pourtant, une autre source, présente ce jour-là, nous a confirmé la version du bourgmestre. Elle assure que cette réunion a bien eu lieu, en présence du ministre Furlan et d'Éric Dombes, et que le parc ne voulait pas de cette taxe. Face à ces deux versions, on aurait aimé interroger la région wallonne. Mais l'ancien ministre Paul Furlan est décédé il y a 2 ans. Et voici les réponses de ceux qui lui ont succédé.
Je ne puis vous aider en aucune manière, n'ayant pas eu connaissance de cet épisode. Nous ne sommes pas au courant de ce que vous décrivez. Suite à cet épisode, Peridaisa aurait proposé à la commune de signer une convention, le fameux contrat de mariage cité par Éric Dombe, et de mettre noir sur blanc le montant financier qu'il consent à donner à Brugelette. Ce document, nous l'avons analysé attentivement. On y retrouve notamment la redevance annuelle, l'abonnement gratuit pour les habitants et un article, l'article 9, qui attire notre attention. On peut y lire ceci. La commune s'engage à ne pas mettre en œuvre, à l'égard de Peridaisa, la taxe sur les spectacles et divertissements ou toute autre taxe d'effet équivalent. Si elle le fait, la convention devrait être tenue pour nulle et toute somme versée sera restituée. Autrement dit, Peridaisa s'est protégée contre toute taxe future qui viserait le parc. On a décidé de présenter cette convention à un avocat et de lui demander une lecture plus juridique de ce document. Nicolas Delvoye est spécialisé dans la thématique. Il estime que l'article 9 pose question. Pour lui, le point crucial, c'est ce qu'on appelle l'exonération. Le fait que Brugelette dispense Peridaisa, et uniquement Peridaisa, de payer une taxe communale. On a une exonération qui finalement cible un contribuable en particulier, là où en principe l'exonération, si elle avait été prévue en amont dans le règlement de taxe, aurait été une exonération qui concerne une catégorie de personnes. Donc là, on a potentiellement un problème juridique qui est que l'exonération est ciblée sur un contribuable. Or, la Constitution belge est formelle là-dessus, donc elle pose des principes assez clairs, notamment l'interdiction de toute forme de privilège en matière fiscale, le principe d'égalité des citoyens devant la loi et donc des contribuables devant l'impôt. Donc, à la lecture de ces conventions, on peut se poser certaines questions juridiques par rapport à l'application de ces principes. Maître Delvoye va aussi nous éclairer sur un autre élément. Pour lui, la Constitution est très claire. Les communes peuvent lever librement des impôts. Il faut savoir que en matière d'impôts et de taxes, la commune a une autonomie très forte. Donc, le principe, c'est que la commune peut choisir ses taxes à partir du moment où elle n'empiète pas sur des domaines de taxation qui relèvent des autres niveaux de compétences fédérales. Elle peut taxer. Donc elle a une autonomie assez large. Je ne suis pas dans les finances de la commune de Brugelette, mais oui, je pense que cette activité génère quand même toute une série de charges pour la commune qui finalement peuvent justifier l'application d'une taxe pour permettre à la commune de rentrer dans ses équilibres budgétaires. Donc, on récapitule. La commune a le droit de taxer, mais rappelez-vous, selon la Convention, si Brugelette le fait aujourd'hui, elle devra rembourser les sommes données par le parc depuis des années. Nous n'avons pas les chiffres exacts, mais ça pourrait représenter plusieurs millions d'euros. La commune de Brugelette n'est absolument pas pieds et poings liés à cette convention. Si la nouvelle majorité décide de voir les choses d'une autre manière, c'est son droit le plus strict. Qui suis-je, moi, pour imposer quoi que ce soit à la commune? Si la commune préfère établir une taxe sur les divertissements et spectacles, qu'elle le fasse. Et nous, nous apprécierons notre position en fonction de ces nouveaux éléments. Elle devra rembourser les années précédentes. Mais attendez, autant un citoyen, une entreprise doit respecter l'autonomie communale, autant, je dirais, les communes, les régions, les États doivent respecter les contrats. À ce stade de l'enquête, on a donc compris que la commune de Brugelette n'a jamais touché cette taxe. Et elle n'était pas au bout de ses surprises. Vous vous souvenez de Sanctuary, l'énorme projet de serre tropicale qui est en cours de construction. Pour pouvoir stocker les arbres et les plantes avant l'ouverture, Peridaisa avait besoin d'un espace, et vite. Alors, dans le centre de Brugelette, le parc a fait construire une serre de stockage
en un temps record. Valérie de Vémy habite juste à côté. Elle nous accueille dans son jardin, où la vue a totalement changé. Il y a un peu plus de 2 mois, au mois de juin, est apparue cette structure, pas structure en une fois posée. D'abord un premier pylône métallique qui est arrivé et au grand malheur, bien sûr, à grand fracas de bruit et de martèlement qui était vraiment insupportable. Et puis on s'est demandé au fur et à mesure à quoi allait ressembler la structure et l'ensemble du bâtiment. Et finalement, on voit que c'est quand même assez conséquent. On est sur 50 mètres sur 100 mètres à quasiment, avec 3 travées à 15 mètres de hauteur. Mais donc finalement, depuis la rue, on est à 17 mètres de hauteur. C'est quand même immense. Quand on la rencontre, à ce moment-là, il n'y avait encore que la structure. Pas de vitres, pas d'électricité, pas de sol, pas d'eau. Mais un mois plus tard, surprise, la serre était quasi terminée, avec de la lumière, du chauffage et les premières plantes déjà livrées. Une prouesse à faire pâlir d'envie tous les entrepreneurs et les propriétaires du pays. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut revenir sur l'histoire de ce lieu. Il est chargé de symboles et au cœur de nombreuses tensions. Nous sommes sur l'ancien site de la sucrerie de Bruggelette, qui a fermé ses portes en 2008. Un lieu gigantesque, avec de grands terrains et plusieurs bassins. En 2018, Paradisa a racheté tout le site. Et à l'époque, le parc affirmait dans la presse sa volonté d'y bâtir un nouveau quartier, avec notamment 300 logements. Certains riverains s'attendaient donc à voir du résidentiel sortir de terre. Mais la première construction notable du parc sur le site, c'est la serre de stockage. Grande comme un terrain de football, ce qui en a surpris certains. L'ancien bourgmestre de Bruggelette, André Desmarlières, va nous expliquer qu'ici non plus, la commune n'a pas eu son mot à dire. Au départ, soyons francs, disons au niveau de la commune, le collège communal a émis un avis défavorable à cette construction en disant que bon, c'était quand même un coup de poing dans la figure en plein centre de la commune, mais le parc est allé en recours contre notre décision et ils ont eu gain de cause et le permis d'urbanisme a été délivré par le fonctionnaire délégué de Mons. Donc voilà, cette serre est là maintenant. On va s'habituer, hein, on va s'habituer. Naturellement, on la voit d'assez loin, même de la chaussée de Mons. On la voit en venant de Gages, Silly, etc. Voilà, c'est imposant comme bâtiment. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est frustrant à ce moment-là, quand même, comme commune, d'avoir l'impression que quand on émet un avis, il n'est pas pris en compte? Oui, ça fait dire à certains, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein, c'est vrai que... Oui, quelque part, on dit, mais enfin, et la population surtout. Hein, la population s'interroge, nous interpelle en nous disant, mais enfin, pourquoi avez-vous autorisé ça? Et on a beau expliquer à la population que, vous savez, oui, vous avez réagi dans le cadre de l'enquête, le collège communal a suivi les riverains et même notre propre avis en disant, non, pour nous, négatif. Mais nous ne savons rien faire si en haut lieu, on accorde le permis. Est-ce que vous auriez pu faire un recours? Est-ce que ça a été envisagé? On aurait pu. Mais disons que, en tout cas moi personnellement, je crois qu'il vaut mieux rester en bon terme avec le parc et participer avec eux au développement de la commune, plutôt que de les heurter. Ces bons rapports, on va pouvoir les constater de nos propres yeux. Oui, tout à fait. Quelle nouvelle? La porte-parole de Paradisa arrive sur place alors que nous parlons avec le bourgmestre. Elle va nous demander poliment de quitter les lieux. Je venais surtout, c'est bien, on va se parler du mail qui est quand même un truc, tout à fait. Mais je venais surtout parce que mon collègue Philippe est mandaté en fait pour nettoyer la dalle et il voulait cette dalle-ci parce que ceci c'est aussi notre terrain. Excusez-moi, j'ai pas parlé de la sucrerie. Donc il dit je n'ose pas les faire partir. Il doit nous il doit passer ici pour. Oui, il doit vraiment venir nettoyer cette dalle parce que
ils doivent installer des trucs dans on s'en va. prévision. On s'en va. Vu la taille de cette serre de stockage et son emplacement au cœur du village, certains riverains se questionnent sur la facilité avec laquelle le permis a été obtenu par Peridaisa. Florian Andrien vit près de la nouvelle serre. Cet ingénieur en construction est un habitué des permis d'urbanisme. Il estime que ce dossier soulève de nombreuses questions. D'abord, selon lui, la demande initiale était incomplète et lacunaire. Ma première réaction, c'est de dire le dossier est light. Il y a 2 plans dans le dossier. Et c'est grand. C'est vraiment grand, c'est vitré, c'est un hangar de production, quoi. On n'est pas dans le petit hangar d'indépendant d'un petit menuisier ou d'un petit électricien qui va stocker son matériel pour travailler. Et donc on est sur un ouvrage immense pour le bâti existant et surtout choquant par rapport aux bâtisses voisines de ce site. Autre élément qu'il met en avant, le rythme du parc animalier et la rapidité avec laquelle le chantier a été lancé. Au moment de l'enquête publique, j'étais aussi attiré par le fait que des machines étaient déjà présentes sur le chantier, donc des travaux avaient déjà démarré pendant l'enquête publique, donc c'est quand même des choses qui sont pas très courantes. On pourrait, en tout cas nous les riverains, on l'a vraiment senti qu'on voulait mettre la charrue devant les bœufs, c'est-à-dire permis ou pas, on va construire. Et donc au moment des travaux, on voyait qu'ils commençaient à rogner l'asphalte, donc c'est-à-dire qu'ils retiraient toutes les anciennes couches et qu'ils ont commencé les excavations pour l'assise du bâtiment. Et donc ce sont normalement des travaux qui sont soumis à permis. Et ensuite encore durant le jour où le conseil communal a émis un avis négatif, les premiers éléments de la structure de la serre étaient déjà livrés sur le site. Donc ça prouvait bien, 1 mois avant que la décision du fonctionnaire délégué a été octroyée, que cette serre était déjà commandée et produite. Donc, est-ce que dans le chef de Peridaisa, il y avait une certitude d'avoir le permis? Je ne sais pas. Mais la manière dont les travaux sont faits pose question. Quand on pose la question à Éric Dombes, voici sa réponse. Non, c'est faux. Il y a eu des travaux préparatoires à l'obtention de la demande de permis et ces travaux sont parfaitement autorisés par la loi. Nous n'avons pas commencé la construction de la serre avant d'avoir le permis. J'ajouterais, pour que l'on comprenne bien, si vous voulez, les raisons pour lesquelles nous étions pressés de pouvoir construire cette serre, je fais venir des arbres de Malaisie, de Thaïlande. Ce sont pour certains de très vieux arbres. Ils ont une valeur biologique absolument exceptionnelle. Certains d'entre eux sont des espèces qui sont extrêmement rares. Et donc, nous voulions être absolument certains de pouvoir chauffer ces arbres avant de pouvoir les installer dans la serre. Et pourtant, si vous voulez, on a rongé notre frein, comme on dit. On a attendu d'avoir le permis pour pouvoir lancer les travaux. Le permis d'urbanisme en question est contesté devant le Conseil d'État. C'est lui qui devra trancher et déterminer s'il a été délivré dans les règles. Mais pour Florian Andrien, il y a un autre problème dans ce dossier. Selon le permis, Peridaisa doit planter des arbres autour de la serre pour diminuer l'impact visuel pour les voisins. Pour faire une sorte d'écran végétal. Mais quand il nous emmène sur place, on va voir que la tâche s'annonce compliquée. Car récemment, des citernes d'eau de pluie ont été placées pile à cet endroit-là. Vous n'êtes pas certain de l'écran végétal? Non, pas du tout. Enfin, je pense que on ne plante pas des arbres de cette hauteur dans 20 cm de terre. Et les citernes, à la base, elles devaient se retrouver de l'autre côté? Oui, c'est ça. Donc les citernes devaient être à l'arrière de la serre par rapport où on est maintenant, donc entre la serre et le chemin de fer. Et elles ont été posées ici, on ne sait pas pour quelle raison, mais en tout cas qui empêche la plantation de ce mur végétal, le plan additionnel qui a été donné aux fonctionnaires délégués. Quand vous les avez vus poser les citernes de ce côté-ci, vous êtes dit quoi? Que la seule clause suspensive qui était pour les riverains n'est pas respectée, et c'est là qu'on a décidé d'aller au Conseil d'État. Les plantations ont été promises, elles font l'objet de la
la demande et du permis en question, et ces plantations seront effectuées. Mais il y a 10 cm de terre, monsieur Dambe. Je pense que nous sommes connus pour être d'excellents jardiniers. Okay. Donc pour vous, on pourra planter là-dessus. Bien entendu. Ils sont 2 riverains à avoir saisi le Conseil d'État, une démarche qui les place face à une entreprise aux moyens bien supérieurs, dans une procédure longue, coûteuse et dont l'issue est incertaine. En y regardant de plus près, on a réalisé que ce n'est pas la première fois que le parc affirme qu'il doit aller vite, qu'il n'a pas le choix. On a retrouvé dans nos archives un reportage qui date de 2008. À l'époque, le parc animalier avait construit sans permis. Au parc Paradisio, plusieurs infrastructures, dont le jardin chinois, ont été aménagées sans permis d'urbanisme. C'est ce que révèle la Libre Belgique aujourd'hui. Éric Dombe, le patron du parc, le confirme. La région wallonne était apparemment au courant et aurait laissé faire. Daniel Velter. Un magnifique jardin chinois, l'un des joyaux du parc Paradisio depuis 2006, mais un joyau construit sans permis. Actuellement à l'étranger, le patron du parc, Éric Dombe, assume. Je n'avais pas le choix et j'ai assumé mes responsabilités vis-à-vis de mon entreprise, car ma première priorité est d'en assurer la pérennité. On a retrouvé d'ailleurs cette archive au journal télévisé où vous expliquiez à ce moment-là, en 2008-2009, avec le jardin chinois, et vous dites, je n'avais pas le choix. On dit, vous l'avez fait sans permis, je n'avais pas le choix, c'était la pérennité de mon entreprise qui était en jeu à ce moment-là. Le recul, comment vous voyez ça? Parce que vous venez de me dire en même temps la loi est la loi, on est tous normalement soumis aux mêmes règles. Pourquoi à ce moment-là, vous avez décidé d'aller outre quand même? D'abord, écoutez, je ne suis absolument pas fier de ce que j'ai fait à l'époque. Ce n'est en aucun cas, si vous voulez, une chose que nous revendiquons. C'est une chose dont pour laquelle nous exprimons nos regrets et nous présentons nos excuses. Mais je pense que, vous savez, toute personne, lorsqu'elle est amenée à être jugée, d'abord moralement, ce qui est en fait le plus important, peut bénéficier de circonstances atténuantes. Je dirais, nous étions littéralement en situation de vie ou de mort. En fait, c'est très facile à vérifier. Nous étions encore au tout début du parc, nous étions loin d'avoir le succès que nous avons aujourd'hui. Et lorsque vous apprenez que, soudainement, plus aucune autorisation ne pourra vous être accordée, voire même pour planter un arbre, vous devez vous êtes confronté à votre propre conscience et vous devez prendre l'attitude qui vous paraît, je dirais, la plus soutenable. Est-ce que, dans votre souvenir, je sais qu'il y avait eu des régularisations après ça, est-ce que dans votre souvenir, vous aviez dû payer des amendes pour ce problème-là, dans votre souvenir? C'est possible. Je pense que ces amendes étaient vraiment raisonnables. Je ne sais même pas si pour finir, on a dû les payer, mais en fait, si vous voulez, c'était pas l'amende qui était le plus important, c'était le jugement moral, le jugement de l'opinion, qui est un jugement qui est évidemment essentiel. La situation était d'autant plus délicate pour moi qu'au moment où cette histoire est apparue dans la presse, j'étais président de l'Union wallonne des entreprises. Et donc, si vous voulez, j'étais censé donner l'exemple. Et donc, oui, dans un projet de vie comme celui-là, si vous voulez, il y a des moments de lumière, et puis il y a des moments qui sont plus difficiles à vivre. On résume. Éric Dombe ne se souvient pas d'avoir payé une amende, alors que c'est illégal. C'est une infraction urbanistique qui expose à des sanctions pénales et administratives. Au contraire, les constructions litigieuses ont été régularisées. Depuis, a priori, ça ne s'est plus reproduit. Le parc animalier a obtenu des dizaines et des dizaines de permis pour ses différents projets. On a voulu en parler avec la personne qui donne souvent son feu vert au permis, le fonctionnaire délégué du service public de Wallonie. Il a refusé notre demande d'interview, mais voici ce qu'il nous a écrit. Nous faisons le maximum pour assurer un accompagnement proactif et exigeant en bonne collaboration avec l'équipe du parc. L'équipe de Hainaut est fière d'accompagner la success story de Paradisa et de travailler dans l'objectif d'un développement en symbiose avec le territoire. De son côté, la petite commune de Bruggelette se retrouve, elle aussi, à devoir examiner les demandes de permis du parc. Mais avec quels moyens? Face à des dossiers complexes qui font parfois plus de 300 pages,
l'administration locale semble bien fragile devant la machine Peridaisa. Ils ont tout un staff derrière eux que nous, communes, on n'a pas. Je disais, au niveau de l'urbanisme, nous avons une personne qui traite l'urbanisme. Or, quand ils viennent avec des gros projets, heureusement, on a parfois de la collaboration. On a notamment leurs juristes, etc., qui se mettent parfois à notre disposition en disant s'il vous manque des informations pour traiter un dossier plus complexe. Voilà. Ça, je dois dire que la collaboration est quand même bonne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent rédiger des choses pour vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rédiger pour nous, oui. Ils peuvent nous apporter leur éclairage de juriste, malgré tout, que nous, on n'a pas. Vous auriez besoin d'aide pour gérer les dossiers Peridaisa? Je pense qu'à certains moments, oui, ça ne ferait pas tort d'avoir de l'aide. Peridaisa décroche donc ses permis et file comme un train à grande vitesse. Mais parfois, un grain de sable vient gripper une mécanique bien huilée. Construire en zone agricole, ça peut être une jungle de paperasse et des délais interminables. Alors la région wallonne a décidé de sortir le grand jeu pour le parc animalier. Elle veut créer une zone d'enjeu régional, ou ZER. Pour faire simple, la région délimite un périmètre à l'intérieur duquel construire sera beaucoup plus facile pour Peridaisa et lui fera gagner des mois, voire des années. Le projet est dans les cartons du gouvernement wallon depuis 7 ans. Comment allez-vous ? François Desquesnes, le nouveau ministre en charge de l'aménagement du territoire, a hérité de ce dossier. Il nous a accordé quelques minutes, en coup de vent, à la fin de l'automne. Dans les prochaines semaines, je présenterai ce dossier au gouvernement de Wallonie. Le gouvernement prendra attitude, décidera soit de nouvelles études, soit de lancer le projet à l'enquête publique. Donc c'est une procédure qui est prévue par le Code de développement territorial. C'est pas anodin, une ZER, c'est une première, a priori, cette proposition de zone d'enjeu régional un peu pour Peridaisa. Pourquoi la Wallonie fait ça? Certains le voient comme un cadeau à une entreprise, de lui permettre de se développer plus facilement. C'est quoi la philosophie pour vous derrière ça? Il n'y a pas de cadeau spécialement à telle ou telle entreprise. Il y a ici un développement d'une activité et comment on fait en sorte pour que, effectivement, les règles d'aménagement du territoire permettent le déploiement d'activités dans le respect également bien de la préservation du territoire et de la qualité de vie des habitants. Il y a la qualité de vie des habitants, mais aussi le respect de l'environnement. Ça, c'est le boulot de Bruno Clerbeau. Il y a quelques années, la région wallonne lui a demandé d'analyser la future ZER et ses conséquences environnementales. Quand il arrive dans ce dossier, le parking que l'on voit ici n'existe pas encore, mais il est en projet. Alors, pour protéger les terres agricoles, Bruno Clerbeau propose une alternative. Mettre ce parking en souterrain. Pourquoi aller détruire de la zone agricole de très grande qualité pour venir mettre des panneaux photovoltaïques ou des parkings, alors qu'à l'intérieur, au sud de toutes ces zones-là, on va construire une immense serre. Pourquoi ne pas mettre alors ces parkings en souterrain en dessous de la serre? Et pourquoi ne pas mettre les panneaux photovoltaïques au toit ou sur les côtés, etc., etc. Donc, c'est une idée, et c'est une idée qui va toujours arriver trop tard, parce que on fait les études, puis à un moment, ben voilà, on voit que ça se construit, puis on construit la serre, etc. Et donc, c'est un petit peu toujours ce décalage entre la réflexion et une véritable écurie de course qui s'appelle Monsieur Dom, qui fait des choses extraordinaires, mais font la caisse, et qui ne va pas s'embarrasser de toutes ces choses-là. Donc pour moi, le dossier Peridaisa, c'est vraiment la question de la fin et les moyens. Parce que la fin est sensationnelle, le projet est sensationnel, le business model fonctionne, les retombées pour la région sont formidables. Mais comme tous les gens passionnés, à un moment, on est agacé quand les choses ne vont pas assez vite, quand les choses sont... Voilà. Et donc, Monsieur Dom est un chef d'orchestre qui va parfois plus vite que la musique. Voilà. Si le projet de ZER voit le jour, Peridaisa pourra donc se développer encore plus vite. De quoi irriter certains riverains qui réclament aujourd'hui une pause, une sorte de moratoire,
le temps d'analyser les choses. Comme Jonathan Célestri, cet ancien conseiller communal de Lens, une petite commune voisine de Péridaïsa, ne mâche pas ses mots. Selon lui, les communes manquent cruellement de proactivité face à une machine qui avance à un rythme effréné. Il nous emmène devant Sanctuary, la gigantesque serre tropicale en chantier, symbole éclatant du développement du parc. À quel moment on va dire stop au parc sur son agrandissement et pas sur le fait qu'il existe ou non. Il est là et il a sa raison d'exister, mais son agrandissement à un moment donné devient démesuré. Ici, il a 2 mondes qui sont en cours de construction supplémentaire. On est déjà un petit peu mis sur les cordes avec la mobilité actuelle. Donc, ce que je peux reprocher, c'est ce manque de retour d'expérience. On ne dit pas à un moment donné au parc, on fait une pause, on regarde la problématique qu'on rencontre et puis on reparle d'un agrandissement du parc avec préalablement une nouvelle étude d'incidence sur encore cet agrandissement possible ou non. Il y a ces plaintes qui sont en train d'arriver d'un peu partout pour pouvoir oser dire à ce parc, on fait une pause. Avec la ZER, la région wallonne offre à Péridaïsa un projet taillé sur mesure pour accélérer son développement. Mais il y a un domaine que la région semble avoir oublié ou délaissé. C'est la mobilité. On vous l'a dit, le parc est situé loin des grands axes, loin des autoroutes. Alors, les jours de grande affluence, plusieurs villages, Bruggelette, Lens, Silly, sont assaillis de voitures de visiteurs. Le matin et le soir. Un cauchemar pour certains de leurs habitants. Il y a 10 ans, la région avait tenté de s'attaquer à ce problème en finançant, avec l'aide de Péridaïsa, une toute nouvelle route au sud du parc. Un tronçon de 2 km. Objectif, désengorger le petit village de Cambron-Casteau. Cette route, on l'appelle la route des Wespelières. C'est là que nous continuons notre enquête avec Jonathan Célestri, l'ancien conseiller communal de Lens. Il y a eu vraiment un accord qui a été fait pour la construction de cette nouvelle route, qui est une bonne chose. Donc ça a déjà apporté à cette époque, donc à l'époque de sa réalisation, a apporté plus de facilité et moins de circulation, moins de problématiques. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'expansion du parc. Le fait d'avoir répondu à une demande à un instant T, donc quand le parc avait encore, on va dire, un cadre entre guillemets humain, est maintenant remis en question parce que le parc ne fait que s'agrandir et cette route est devenue clairement trop faible pour répondre à l'affluence des visiteurs de manière journalière dans les grandes affluences. Voici la route des Wespelières. En apparence, elle est plutôt calme. Mais les jours de forte affluence à Péridaïsa, c'est une autre histoire. Il y a parfois des kilomètres de bouchons, juste pour accéder à la route. Ça, c'est le quotidien des Lensois par week-end de beau temps. Donc là, on parle de fil de... à mon avis, on n'est pas loin des 15-20 km, tout réuni, rien que sur Lens. En l'absence d'un plan global de mobilité, chaque commune essaye de se protéger du trafic comme elle peut. Voici un exemple très concret. Il y a 5 ans, la commune de Lens a mis un de ses villages en circulation locale pour empêcher les visiteurs du parc de passer par là. La bourgmestre, Isabelle Galland, reconnaît que ça ne marche pas toujours, mais elle affirme que c'était nécessaire pour protéger la qualité de vie des citoyens. Je pense que si nous n'avions pas pris cette mesure en 2019, aujourd'hui, nous n'en serions à la situation que Vigage, qui est voiture sur voiture. Alors nous, on protège notre population, je dirais naturellement, parce que nous, finalement, le parc, il n'est pas sur notre commune, et on n'a aucune retombée positive du parc, à part cette contrainte de véhicules. Voilà,
les habitants de Brugelette, ils ont leur entrée. Il y a quand même, la commune perçoit un certain montant. Voilà, nous, on n'a rien, mais on a quand même cette difficulté à gérer le trafic. Mais le problème, c'est l'effet domino. Si les visiteurs de Paradisa ne peuvent plus passer par une commune, ils passeront par une autre. Même si on prend des mesures, nous, finalement, elles sont pas toujours bonnes pour les autres habitants de la même commune, mais vis-à-vis de nos communes voisines, je vais pas dire qu'on se tire un peu dans les pattes, mais oui, on essaie de sauvegarder chacun son territoire, et donc ça, c'est compliqué. Et on n'a pas, encore une fois, on n'a pas de retombées. Donc parfois, quand Brugelette se plaint, on se dit oui, mais quand même, vous avez quand même de l'argent qui rentre dans vos caisses. Bref, c'est un peu le fiasco. Pourtant, il y a un plan sur la table depuis plus de 10 ans. La Wallonie a le projet de construire une toute nouvelle route pour contourner cette fois le petit village de Gage. Aujourd'hui, pour sortir du parc par le nord, les visiteurs passent par ici, à travers Gage. Avec la nouvelle route, dont le tracé doit être précisé, ils passeraient plutôt par là, le long du bois de la Provision. Mais cette nouvelle route, qui fait environ 8 km, est loin de faire l'unanimité. Il y a un village, Silly, qui n'en veut pas. Ah non, on est opposé à ce projet parce que pour nous, on ne peut pas être la commune qui va prendre tout le trafic. On peut pas accepter ce projet-là. Je dis, c'est simplement le fait qu'il faut être équitable dans cette répartition, et la commune de Brugelette doit garder une partie de ce trafic. La commune de Brugelette se prend 600 000 € par an de subventions diverses et d'aides diverses du parc, et donc je pense qu'on ne peut pas non plus soustraire ça de sa réflexion. C'est la commune de Brugelette qui a donné les autorisations, et aujourd'hui on ne peut pas renvoyer les effets négatifs sur les communes d'à côté. Silly, Brugelette, Lens n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est un peu la guerre des clochers, et ça n'aide pas à trouver une solution. Écoutez, quelque part, bon, je les comprends un peu. Simplement, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit siffler la fin de la récréation. C'est le dépositaire de l'intérêt général, et c'est la région wallonne. Parce que, évidemment, que l'impact de Paradisa dépasse largement, je dirais, les frontières des communes avoisinantes. Mais maintenant, ça commence à bien faire, et il est temps que la région prenne ses responsabilités. Éric Dombes réclame cette nouvelle route depuis des années. Et il pense que cette fois, la région va enfin la faire construire. Je crois que le ministre des Travaux publics, qui est quelqu'un de la région, connaît parfaitement le problème, et je suis réellement convaincu, quitte je dirais, à m'engager de tout mon être, je suis totalement convaincu que les choses vont changer très vite. Du côté de la région, ce n'est pas tout à fait le même discours. Je comprends que les entrepreneurs et les personnes qui portent des projets ont envie que les choses aillent vite. Voilà, moi, il y a 4 mois que je suis là, ne demandez pas d'avoir construit la route en 4 mois. Oui, mais il dit en 2-3 ans, ça pourrait être fait. Ça vous semble raisonnable comme timing, vous ? Il y a le délai de permis, des procédures administratives en termes de marché public. Donc, voilà, à partir entre le moment où on décide d'appuyer sur le bouton, le délai de réalisation, effectivement, un délai de 2 à 3 ans de réalisation. Mais aujourd'hui, on est encore à une étape, on n'est pas encore là. On peut penser qu'une nouvelle route, une de plus, apportera une solution. Qu'en contournant le petit village de Gage, elle soulagera durablement les habitants. Mais il y a un document qui sème le doute. L'an dernier, la région wallonne a commandé une étude de mobilité sur ce projet de route. Nous avons pu nous la procurer. On peut y lire qu'à court terme, le contournement sera efficace. Mais à plus long terme, avec l'augmentation prévue du nombre de visiteurs, c'est beaucoup moins sûr. Au fur et à mesure que l'affluence du parc augmentera pour atteindre des pics de 33 000 visiteurs par jour, on assistera à un quasi-retour à la case départ pour Gage, malgré le contournement, et de nouveaux villages seront impactés.
Cette étude, Éric Dombe l'a bien sûr consultée. Et il aimerait y apporter sa contribution. L'étude de mobilité que nous sommes en train d'approfondir d'ailleurs avec les bureaux qui l'ont rédigé, comporte une erreur de méthode. Il aurait été évidemment préférable, plutôt que de faire une simple règle de 3, de placer des capteurs le long de la route pour voir heure par heure quelle est la fréquentation. Ce que nous avons fait depuis. Et effectivement, la capacité de la future route de contournement sera beaucoup plus importante que ce qui a été imaginé jusqu'à présent. Alors une nouvelle route va-t-elle tout résoudre? On décide d'aller voir un expert. Bart Jourquin est professeur à l'UCL, spécialiste de la mobilité et des transports. On a, pour un économiste de transport comme moi, on a cette notion de ce qu'on appelle la demande induite. Lorsque vous construisez une nouvelle route, lorsque vous ajoutez une bande à l'autoroute, autrement dit, lorsque vous facilitez l'accessibilité à un lieu, à court terme, en général, ça apporte des choses. Mais il faut toujours réfléchir à long terme, surtout qu'un investissement comme celui-là, on est parti pendant des années. Eh bien, au début, ce sont les gens qui utilisaient déjà le système qui vont l'utiliser, puis d'autres vont se rendre compte que finalement, c'est facile d'y aller, et donc je vais aller en voiture. Et donc on va finalement créer un appel d'air avec une demande qui va augmenter beaucoup plus que ce qu'on imagine en général lorsque l'on fait une étude. Je pense que de toute manière, aucune route aujourd'hui, à moins de vraiment faire des pénétrantes de partout, on arriverait à répondre à cette demande de 4 millions de visiteurs. Ça peut faire partie de la solution, mais il faut vraiment avoir une réflexion de type transversal avec les différents modes de transport, y compris le train. Et moi, je pense aussi que l'une partie de la solution, c'est de faire commencer l'expérience Péridaisa, l'expérience client, à des endroits plus éloignés pour amener les gens vers le parc sans utiliser leur propre voiture et engorger les routes. Selon Bart Jourquin, il faudra donc plusieurs solutions pour résoudre les problèmes de mobilité autour de Péridaisa. Le parc affirme travailler sur plusieurs projets pour faire venir les visiteurs autrement qu'en voiture, mais ils n'ont pas encore abouti. Pour vos projets, il y a un développement très rapide, et voilà, c'est votre travail d'entrepreneur. Mais sur la mobilité, c'est beaucoup plus lent à mettre en place. Pourquoi ? Parce que ça vous coûte cher, parce que ça vous dépendez d'autres personnes. Pourquoi il y a ce décalage-là ? Parce que je ne suis pas la région wallonne, madame. Je ne suis pas propriétaire de la route. Non, si j'étais... en place des solutions type navette, privée, ça Mais de nouveau, écoutez, je pense que avoir des gens qui attendent dans un autocar aux différentes gares, que des gens descendent du train, c'est juste une vue de l'esprit, ça ne fonctionne pas. Je crois que la différence, si vous voulez, entre Péridaisa et les grands parcs dans le monde, c'est que ces problèmes de mobilité sont pris à bras-le-corps par les pouvoirs publics, comme ils vont l'être, j'en suis vraiment convaincu maintenant. Vous savez, quand on veut aller vite, on va très vite. Nous avons prouvé qu'en fait, une route, surtout que c'est une route qui contourne des habitations, donc c'est une route qui est extrêmement facile à aménager, peut être construite dans un délai record. Éric Dombe semble très confiant. Mais il y a encore un élément important dans cette histoire. Le tracé de la route ne fait pas l'unanimité et il sera sans doute contesté. On a découvert que parmi les opposants à la route, il y a la discrète mais puissante famille Janssen, l'une des plus influentes de Belgique. Elle est propriétaire du fameux bois de la provision. Leur représentante nous a confirmé que les Janssen rejettent catégoriquement le tracé prévu le long de leur terre. C'est de dire qu'on la mette à un endroit ou à un autre, ok, le bois ça les embête particulièrement parce que c'est leur bois, mais je veux dire, il y a de nouveau créer une route avec du béton et ce genre de choses, ça reste un problème de toute façon. Je pense que ça ne va pas régler la solution. Et quand vous lisez l'étude de mobilité, le fait de créer une route alternative ne va pas régler le problème. Va peut-être adoucir un peu la réalité, mais ne va pas régler le problème de toute façon complètement. Non, c'est ça. Nous avons les propriétaires ont pris un avocat, mais il ne sait pas agir non plus tant qu'il n'y a pas de manœuvre, de process officiel, quoi, je veux dire. Oui, c'est ça.
Mais s'il y avait une annonce quelconque, notamment sur la route, vous pourriez, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement des recours si vous prenez un avocat. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Les Janssen ne sont pas les seuls à s'opposer à cette route. Il y a aussi des agriculteurs. Plusieurs d'entre eux risquent d'être expropriés d'une partie de leurs terres pour faciliter le passage vers le parc animalier. Ce matin-là, nous leur avons donné rendez-vous. Ils sont venus, chacun avec son tracteur, pour nous montrer l'un des endroits où la route devrait passer. Terriblement. Déjà, quand elle est surchargée... Cette route, ils n'en veulent pas, eux non plus. Mais on va découvrir que leur colère a des racines plus profondes. Ils nous expliquent que ces dernières années, Paradisa a déjà acheté ou essayé d'acheter plusieurs terrains agricoles dans la région. Selon eux, le parc animalier contribue à faire monter les prix des terres. Et pourquoi un site comme Erikdom vient se mettre à acheter des terres? On a vu à Colruyt, il a fait la même chose. Tout à fait la même chose. Et aujourd'hui, il demande aux agriculteurs de donner le terrain pour passer une route. Hein. Mais alors, on va avoir une révolte. Hein. Il faut pas croire. Hein. Quand j'entends, si vous voulez, qu'on aurait eu pour les quelques hectares qui ont été achetés je dirais une influence sur le prix des terres, c'est vraiment se moquer du monde. Je veux dire, nous parlons de quelques hectares totalement ponctuels liés en fait au développement spatialement très très modéré du parc d'ailleurs, alors que la principale raison pour laquelle les terres ont augmenté, c'est que c'est le fruit, je dirais, d'un accaparement des financiers. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, d'entreprises qui achètent des terres pour en faire un placement long terme. Ces agriculteurs ne savent pas ce qui les attend. Cette route, dont on parle depuis des années, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Nous autres, ce qu'on défend, c'est de gaspiller le moins de terre possible, disons, hein, qu'ils fassent faire quelque chose sans comprendre. Et moins de coûts. Ah ouais. Au kilomètre, combien ça coûte de faire la route? L'argent public, quoi. C'est le contribuable qui va payer tout ça, c'est pas Paradisa, quoi. Donc là, c'est un peu aberrant, quoi. Si Paradisa continue à s'agrandir comme il prétend, qu'alors ils vont peut-être faire quelque chose de plus grande ampleur et que tout ça ne servira plus à rien. On aura gaspillé déjà rien qu'ici sur le territoire de Gage, 4 km et demi fois 40 mètres, c'est 18 hectares qu'ils vont prendre et qui auront été sacrifiés pour rien. Parce que j'entends tout le temps Erikdom, il a réussi son rêve d'enfant, mais il est occupé de démolir tous les enfants d'agriculteurs qu'ils espéraient pouvoir reprendre et que maintenant, donc Erikdom, un petit peu, il est égoïste, c'est pour lui, et le reste après, ben, c'est tout. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour les agriculteurs et le travail, et je pense que, en fait, il faut être agriculteur pour ressentir à quel point on peut être attaché à la terre. Parce que nous sommes aussi des terriens. C'est quoi Paradisa? C'est un grand jardin. Donc, je comprends à quel point, si vous voulez, ça leur serre le cœur de devoir abandonner une partie de leur terre. Je le comprends très très bien. Maintenant, les hectares dont on parle, c'est moins d'une dizaine d'hectares. Donc ça représente, objectivement, je dirais une surface qui est vraiment très restreinte par rapport à la solution énorme que ça va apporter à ces centaines de personnes qui habitent à Gage. Pour terminer, on décide de se rendre chez l'agriculteur qui serait le plus impacté par le projet de route. Stéphane de Kuyper a des vaches laitières, plusieurs types de cultures. Sa famille travaille ces terres depuis plusieurs générations. Mais si la route est construite, très concrètement, les parcelles seront coupées. Les animaux ne pourront plus passer et il perdra de l'espace pour ses cultures. Stéphane va nous amener sur le lieu où la nouvelle route devrait passer. C'est le rêve d'un côté et le cauchemar un peu de l'autre.
Surtout que c'est pour aller voir la nature. Détruire la nature pour aller voir le reste, c'est... Mais bon, c'est les gens qui décident. Hein. On ne sait rien faire à ça. Hein. Ah, déjà perdre tant de surface, c'est énorme. Et bon, on n'est que locataire, donc on n'a pas énormément de dédommagement. C'est que le propriétaire qui est dédommagé au mieux, quoi. C'est des puissants contre les plus faibles. Bah bon, c'est un peu en général comme ça. Hein. C'est pas refaire le monde. Hein. Sur ces terres, les tensions sont palpables et la cohabitation est parfois difficile. Tout le monde est d'accord sur un point. Paradisa est un fleuron de l'industrie touristique wallonne qui crée de l'emploi, engrange des bénéfices et des records de fréquentation. Mais son développement constant bouscule l'équilibre des villages environnants. Aujourd'hui, un nouveau projet sort de terre et les autorités font face à un défi de taille: soutenir la croissance du parc sans sacrifier la qualité de vie des habitants qui vivent tout autour, dans l'ombre de ce géant.